Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une société que j'ai dans le viseur depuis pas mal de temps. Il s'agit de la société anglaise Games Workshop, société que vous connaissez probablement au travers des franchises Warhammer et Warhammer 40 000, sur lesquelles on va revenir, et on va essayer de découvrir si Games Workshop est une société qui vaut le coup, est-ce que c'est une entreprise de qualité ou pas, et est-ce que c'est une société que je pourrais acheter en portefeuille ou pas. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis. Et comme d'habitude, cette analyse va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société et son business model, puis nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les 3 vidéos qui expliquent ma méthode d'analyse, je vous renvoie vers ces dernières dans la playlist méthode. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Games Workshop. C'est une société anglaise qui est cotée au London Stock Exchange, elle a pour ticker GAW, elle a une capitalisation relativement petite de 4,11 milliards d'euros, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un très beau dividende de 4%, et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. L'histoire de la société commence en 1975 avec la création par Steve Jackson, Ian Livingstone et John Peake au Royaume-Uni, et elle commence d'abord par importer des jeux de plateau comme Donjons et Dragons au Royaume-Uni et les distribuer par courrier. En 1977, elle fonde le magazine White Dwarf, qui devient le plus populaire au Royaume-Uni pour les amateurs de jeux de rôle. En 1978, elle ouvre son premier magasin à Londres. En 1979, elle crée les premières figurines Citadel. En 1983, elle crée l'univers de Medieval Fantasy Warhammer, et en 1987, elle crée l'univers de science-fiction Warhammer 40 000. En 1991, Tom Kirby reprend la tête de la société en rachetant les parts des 3 premiers fondateurs. En 1994, elle est introduite en bourse au London Stock Exchange. En 1997 a eu lieu la fondation de la Black Library, un éditeur de livres de fiction centré sur les univers de Warhammer. En 2001 a eu lieu le lancement de figurines sous licence Le Seigneur des Anneaux. En 2004 a eu lieu le partenariat avec Relic pour la création d'un RTS, donc Real Time Strategy Game, donc jeu de stratégie en temps réel, et cette franchise a eu un très grand succès et s'appelle Dawn of War. Et enfin en 2012 a eu lieu le lancement du nouveau système de peinture Citadel. Au niveau des ventes par activité, on retrouve 52% sur le segment trade, qui sont toutes les ventes effectuées auprès de revendeurs tiers, 22% sur le segment retail, qui sont toutes les ventes effectuées au sein des magasins détenus par Games Workshop, 19% online, donc sur le site internet, et 5,4% à licensing, donc c'est-à-dire sous tous les produits dérivés vendus sous licence Warhammer, comme les jeux vidéo par exemple. Au niveau des ventes par région, on a 44% en Amérique du Nord, 23% en Europe continentale, 21% au Royaume-Uni, 6,5% en Australie et Nouvelle-Zélande, 3,3% en Asie et 0,5% dans le reste du monde. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle avec Warhammer, puisque j'y ai joué, et j'ai été un joueur Warhammer au collège, donc pendant environ 3 ans, avec des amis, et j'avais une armée Space Marines Ultramarines. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus original, c'est vraiment l'armée de base de Warhammer 40 000. Je me rappelle avoir adoré l'expérience, notamment l'aspect collection, l'aspect maquette, avec le montage des figurines, mais aussi des véhicules et notamment des chars, la peinture, mais aussi l'aspect stratégie, avec les parties sur plateau qui étaient vraiment stratégiques et qui pouvaient durer des jours entiers. Et également, j'ai été un grand fan des jeux vidéo autour de l'univers, notamment on en a parlé de Dawn of War, notamment le premier du nom qui était vraiment excellent. Et ensuite, vers la 4ème, je crois, j'ai arrêté au profit d'autres passe-temps, notamment les jeux vidéo, mais aussi à cause de la transition sur le nouveau système de peinture en 2012, qui m'avait vraiment complètement dégoûté parce que je devais complètement racheter toute ma gamme de peinture, et du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Maintenant, au niveau du business model, vous allez voir, il est assez simple et il est notamment expliqué sur le site et il est introduit par cette phrase que je trouve vraiment géniale et j'aimerais que toutes les équipes de management au monde pensent de cette manière puisqu'ils nous disent « Nous avons une stratégie simple chez Games Workshop, nous faisons les meilleures figurines miniatures de fantasy au monde, pour engager et inspirer les clients et pour vendre nos produits dans le monde entier pour un profit. Nous voulons faire ça pour toujours et toutes nos décisions sont orientées sur le succès à long terme et non sur les gains à court terme. Et ça, c'est vraiment très bien puisqu'on voit que le management a vraiment une philosophie long terme pour la société et sait où il veut mener la société. Games Workshop, c'est la plus large entreprise de figurines miniatures au monde avec des marques phares, on l'a dit, comme Warhammer, Warhammer 40 000 ou encore les licences Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.
C'est également une entreprise qui est totalement intégrée verticalement puisqu'elle s'occupe du design, de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation des produits. Et les produits donc sont principalement des figurines à monter et à peindre qui sont ensuite utilisables en tant que figurines de plateau, et il existe également des produits dérivés tels que les livres qui sont vendus par Black Library ou encore des jeux vidéo et des films. La société possède plusieurs divisions, notamment Citadel Miniature, qui est une société fille spécialisée dans la fabrication des figurines, d'abord en métal, puis en plastique depuis les années 2000, et Citadel commercialise aussi une gamme d'outils et de peintures de qualité pour le modélisme, qui sont réputés dans le monde entier. On a ensuite Forge World qui s'occupe des miniatures en résine qui sont plus rares que les miniatures en plastique de Citadel. Black Library dont on a parlé et qui est la maison d'édition qui publie les livres autour des univers Warhammer et d'autres univers basés généralement sur de la fantasy. Et enfin on retrouve White Dwarf qui est la marque de magazines mensuels de Games Workshop qui peuvent être achetés soit à l'unité, soit via un abonnement annuel. Au niveau de la distribution, on a 3 modes de distribution principaux comme on l'a vu, et dans les marchés développés, Games Workshop opère majoritairement au travers de ses propres magasins, avec un personnel soigneusement recruté pour vraiment transmettre la passion autour de l'univers. Dans les marchés émergents, Games Workshop s'associe généralement avec des partenaires opérant sur des magasins indépendants pour distribuer ses produits et transmettre la passion des figurines et des jeux de plateau à une plus large audience. La société compte environ 526 magasins en propre en 2023 à travers le monde et 6500 revendeurs indépendants, et elle possède également son site internet pour commercialiser ses produits en ligne dans le monde entier. Au niveau de la concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrent direct à Games Workshop puisque son business model est vraiment unique, mais on peut citer notamment Disney pour sa détention d'IP populaires comme Star Wars par exemple, Hasbro pour la fabrication de jouets et de miniatures, et Bandai Namco pour sa détention également de licences populaires comme Dragon Ball, Tekken ou encore la série des Souls avec les Dark Souls. Au niveau du management maintenant, on retrouve au poste de CEO Kevin Rountree depuis 2015, en sachant qu'il a intégré la société en 1998. On retrouve Rachel Tong au poste de CFO depuis 2015 également, elle a intégré la société en 1996. John Brewis qui est Non-Executive Chair depuis 2018, et Kate Marsh qui est Non-Executive Director depuis 2019. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne très intéressante, on a majoritairement des fonds d'investissement au Royaume-Uni, que ce soit anglais ou écossais. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Games Workshop. Et pour ça, on se retrouve ici sur l'application IQ Invest comme d'habitude. Vous aurez le lien en description si elle vous intéresse, et vous aurez également un code de réduction de moins 10% qui s'affichera à l'écran. Premier point, on peut constater que sur les 5 dernières années, Games Workshop bat légèrement le S&P 500, surtout si on prend en compte les dividendes, donc ça c'est la nouvelle fonctionnalité de l'application. On peut cocher ici la case Total Return pour avoir la performance dividende réinvestie. Donc là en l'occurrence on voit qu'on a un CAGR de 18% contre 15% sur le S&P 500 sur les 5 dernières années. Par contre on voit qu'on a une mauvaise linéarité puisque le cours de l'action stagne depuis septembre 2021. Maintenant si on se met sur un peu plus long, sur 10 ans, on voit qu'on a 38% de CAGR, ce qui est très très bon, et pour le coup avec une linéarité bien meilleure de 0,92, et si on compare par rapport au S&P 500, vous voyez qu'il est vraiment très très loin derrière. Au niveau du résumé de la note quantitative, vous voyez qu'on a une note de 17 sur 20, les retours sur capitaux de la société sont vraiment excellents, vous voyez un ROIC sur 10 ans de 62%, un ROCE de 63% et un ROE de 58%, en sachant que vous voyez, ils ne baissent pas dans le temps, ils sont stables, et les moyennes à 5 ans et même sur la dernière année, on voit qu'on a des retours sur capitaux qui sont vraiment exceptionnels. Au niveau des marges, pareil, un sans faute, avec une marge free cash flow de plus de 36%, une marge nette de 28% et une marge opérationnelle de 36%, le tout avec très peu de capex, puisqu'on a 13% de dépenses en capex par rapport aux résultats opérationnels. Au niveau de la croissance, c'est très très bon également, avec 15% de croissance du CA sur les 10 dernières années, 32% de croissance des earnings per share sur les 10 dernières années, et 34% de croissance des free cash flow, donc on voit que les marges ont vraiment évolué positivement dans le temps. Également, on a eu une très bonne croissance du dividende sur la dernière année, seulement 2 années d'augmentation. On voit également qu'on n'a aucune dette chez Games Workshop, avec 0,22 de dette sur EBITDA, et qu'on a un payout ratio légèrement élevé. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait qu'ils ont versé un fort dividende l'année dernière, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète pour la société parce qu'elle est vraiment en excellente santé financière et surtout elle a beaucoup de réserves de cash et très très peu de dettes.
Au niveau de l'onglet quantitatif, vous pouvez voir que la croissance des revenus est très bonne, même si on a eu 2 années de baisse en 2014 et 2015, mais ça s'est rapidement repris en 2016 et on voit que la croissance est quasi linéaire depuis. Au niveau des earnings per shares, c'est la même chose, et là on voit qu'il y a toujours eu de l'augmentation, on n'a jamais eu d'année de décroissance. Et au niveau des free cash flow, ici on voit que c'est très très bon également, sauf 2021 où on a eu une légère décroissance des free cash flow. Au niveau des marges, vous voyez qu'elles sont en augmentation, puisque la marge opérationnelle est passée de 13% en 2014 à 37% en 2022. Les retours sur capitaux sont également largement en augmentation, et au niveau des dividendes, vous pouvez voir qu'ils sont globalement en augmentation, même si visiblement on n'a pas eu de versement en 2017. Également, les dettes sont très faibles et sont en plus en diminution. Et par contre, au niveau des actions en circulation, vous pouvez voir que le nombre d'actions a légèrement augmenté dans le temps, même si on peut dire qu'il reste plutôt stable. Et du coup, vous pouvez voir que l'entreprise effectue quelques rachats d'actions depuis 2019, mais ce n'est pas vraiment régulier et ça n'a pas l'air d'être significatif. Au niveau des concurrents, comme on l'a dit, il n'y en a pas beaucoup et surtout il n'y a pas vraiment de concurrents directs, mais parmi les mieux notés, on peut noter Antasport, Shimano, PopMart, Tamron et Bandai Namco. Alors ils sont dans le secteur des loisirs, mais ils ne sont pas forcément sur le même segment. Je sais que Shimano par exemple n'a absolument rien à voir avec Games Workshop. Et maintenant que nous avons vu les chiffres, nous allons pouvoir passer à l'analyse fondamentale de Games Workshop. Et premier point, on va commencer par les forces de la société, et évidemment sa plus grande force, ce sont ses franchises Warhammer qui sont mondialement connues, et la réputation des produits en termes de qualité est également très bonne. Il y a une intégration verticale complète de la fabrication à la distribution, ainsi que sur les produits dérivés et la distribution des licences. Il y a beaucoup de consommables au sein des produits, comme les peintures, les accessoires et les outils, qui génèrent également des revenus plus ou moins récurrents. Il y a beaucoup de produits dérivés avec une possibilité quasi infinie dans le lore des univers de Warhammer pour créer des nouveaux produits, des nouvelles factions ou des nouvelles histoires. Il y a une vraie communauté de fans à travers le monde qui sont vraiment dévoués et qui sont présents souvent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies au sein de l'univers. Il y a également une belle répartition géographique des ventes, comme on l'a vu, avec seulement 21% du chiffre d'affaires qui provient du Royaume-Uni. Et on peut noter également certains services annexes avec des revenus récurrents, comme le service Warhammer Plus qui propose en échange d'un abonnement l'accès à des films d'animation exclusifs ou des figurines exclusives, et les abonnements au magazine White Dwarf par exemple. Au niveau des faiblesses de la société, premier point, on peut noter que c'est un marché de niche comparé à d'autres sociétés du divertissement. Les prix sont élevés et la société a une réputation pour être chère et pour constamment augmenter ses prix. Elle a une forte dépendance également à ses fans et surtout à ses fans hardcore qui sont les plus durs critiques par rapport aux changements apportés à l'univers et au lore. Elle a également une forte dépendance vis-à-vis de ses franchises Warhammer et si les franchises Warhammer déclinent en popularité, forcément les revenus vont décliner aussi. Il y a beaucoup de critiques aujourd'hui de la part des fans de longue date, notamment sur la trop grande importance qui est apportée sur certaines factions comme les Space Marines au détriment des autres factions de l'univers. Et il y a pour l'instant une faible présence sur les médias digitaux, même s'il y a déjà eu des productions de jeux vidéo et de films par le passé, elles ont été relativement peu nombreuses. Au niveau des opportunités maintenant de la société, premier point, il y a l'expansion dans les jeux vidéo avec la création de plus de titres basés sur leur licence, et on peut penser au jeu Space Marines 2 qui devrait sortir prochainement en septembre et qui devrait faire beaucoup parler de lui. Également, il y a des nouveaux marchés dans lesquels s'étendre, comme le Japon, et il y a encore beaucoup de places en Europe continentale et en Amérique du Nord, sur lesquelles Games Workshop est beaucoup moins développé que l'Angleterre. On pourrait penser également au développement de nouvelles factions et de nouveaux produits qui relanceraient l'attrait des joueurs, la collaboration avec d'autres entreprises sur des films ou des séries télévisées, comme c'est prévu avec Amazon Prime qui a annoncé une série Warhammer 40 000 avec Henry Cavill. Également la chute de certaines licences phares comme Star Wars, Les Anneaux de Pouvoir et The Witcher après des séries catastrophiques pourrait tourner l'attention vers Warhammer, notamment si la série Amazon est un succès à l'image de ce qu'elle a pu faire avec la licence Fallout dernièrement. Également, on peut penser au renforcement de la communauté et de la fidélité des fans au travers de tournois et d'événements organisés à l'échelle mondiale. Au niveau des menaces, maintenant, il y a bien évidemment l'arrivée de nouveaux concurrents qui pourraient essayer de répliquer le succès de Games Workshop avec d'autres franchises, même si je pense que c'est très peu probable au vu de la difficulté qu'aurait un nouveau concurrent à répliquer le succès de Games Workshop. On pourrait penser à des mauvaises qualités de production des produits dérivés, comme par exemple la série Amazon, qui, si elle est mal gérée, pourrait endommager négativement la perception de la marque.
De la même manière, les tendances wokistes actuelles pourraient détruire un univers sombre comme Warhammer si Games Workshop décide de vendre son âme et d'embrasser la tendance wokiste et donc de détruire ce qui a fait le succès de l'univers Warhammer, à savoir le fait que ce soit un univers très très sombre avec aucun gentil et que des méchants entre guillemets. On pourrait penser également à des difficultés économiques et macroéconomiques qui rendraient les hobbies tels que les Warhammer trop chers pour les joueurs qui préféreraient dépenser leur argent ailleurs. Également, il pourrait y avoir l'abandon de l'intérêt des joueurs et des passionnés pour les univers de Games Workshop ou un changement de leurs habitudes de consommation. Également, le délaissement des jeux de plateau physiques par les nouvelles générations qui seraient plus habituées aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux et qui donc n'iraient pas naturellement vers les jeux de plateau. Et enfin, on a des risques de vol de propriété intellectuelle par des tiers, notamment dans les pays où les réglementations sont moins drastiques sur le vol de propriété intellectuelle, mais également par les joueurs eux-mêmes, avec notamment la généralisation des imprimantes 3D, qui rendent aujourd'hui l'impression de figurines accessible par n'importe qui, et surtout à des coûts de moins en moins élevés et à des qualités de plus en plus grandes. Maintenant, au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable pour Games Workshop qui provient de 2 points. Le premier sont des actifs intangibles puisque les marques Warhammer sont connues et reconnues et possèdent une énorme communauté de fans, un lore très très vaste et une énorme quantité de produits dérivés, notamment grâce au livre de la Black Library. Et il y a également un effet de réseau très fort puisque plus il y a de joueurs dans la communauté, plus il y a d'événements, de tournois et plus il y a d'attrait pour les jeux de Warhammer puisque ce sont aussi les joueurs eux-mêmes qui font la licence puisqu'il y a tout l'aspect communautaire qui rentre en compte dans le business model de Games Workshop. Maintenant, passons à la checklist fondamentale et on va commencer par les produits. Premier point, les produits ne sont pas prédictibles puisqu'ils ne sont pas majoritairement récurrents, même si on l'a vu, il y a beaucoup de consommables et qu'il y a quelques abonnements. Par contre, les produits, selon moi, résistent au risque de changement, donc au risque de disruption, puisqu'il s'agit de figurines en plastique, et même s'il y a un risque avec les imprimantes 3D, pour moi ce n'est pas suffisant, car un vrai fan et un vrai collectionneur voudra toujours acheter les vraies figurines et ne les imprimera pas. Ensuite, l'entreprise a également un fort potentiel de croissance selon moi, car elle est sur un marché de niche, mais elle est encore peu implémentée dans les marchés hors Royaume-Uni, elle a beaucoup de place également, notamment au Japon, pour croître. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire et on le voit par rapport à ses retours sur capitaux. Le management a été compétent par le passé selon moi puisque le management est senior et surtout a un track record excellent que ce soit au niveau des marges, des retours sur capitaux mais aussi au niveau des free cash flow. Le management par contre n'est pas skin in the game puisque à part la seniorité, il n'y a pas de lien particulier avec la société. Et l'entreprise n'effectue pas des rachats d'actions réguliers, puisqu'on l'a vu, même s'il y en a quelques-uns depuis 2019, le nombre d'actions a été en légère augmentation, voire en stagnation depuis 10 ans. Et enfin, au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve stable, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise est largement leader sur son marché, puisque Games Workshop ne possède pas vraiment de concurrents, et possède entre guillemets son propre marché de niche. Et également, selon moi, elle résiste à la concurrence, puisqu'il serait très très difficile pour une entreprise de répliquer le succès de Games Workshop, notamment puisque ça fait plusieurs décennies qu'elle est implantée, qu'elle a des licences très très fortes, un lore vraiment très étoffé, et surtout une communauté avec un effet de réseau qui font que le business model est vraiment imprenable. Et donc tout ceci nous donne une note fondamentale de 14 sur 20. Et maintenant, on va passer à l'étude de la valorisation de la société. Et premier point, on va calculer le prix juste avec 4 méthodes. Une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings qui nous donne 92 pounds. Une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne 120 pounds. Le prix juste de Morningstar qui est à 83 pounds. Le prix juste de Guru Focus à 127 pounds, et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste d'environ 105 pounds, ce qui nous donne une différence avec le prix actuel de 0%, donc l'entreprise serait quasiment parfaitement évaluée aujourd'hui selon cette méthode. Et si on regarde d'autres ratios, on a des free cash flow yield de 5,28%, ce qui est supérieur à sa moyenne historique, un PE de 24, ce qui est supérieur à sa moyenne historique de 21, un PEG ratio de 0,77, ce qui est très bon, un price to free cash flow de 18, ce qui est inférieur à la moyenne historique, et un price to free cash flow growth de 0,56, ce qui est très bon également. Et donc ça nous donne une évaluation du prix approximative de 0%, donc l'entreprise serait a priori correctement évaluée aujourd'hui. Et juste avant de conclure, je vous rappelle que vous trouverez sur le site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources nécessaires, avec notamment un accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels que vous pouvez réserver pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir des PEA ou des comptes titres et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir selon moi,
Et également, vous retrouverez le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest pour en apprendre plus sur l'investissement tous les lundis matin à 8h sur YouTube et les plateformes de podcast principales. Et maintenant, pour conclure, Games Workshop est donc une entreprise de qualité qui surperforme le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat avec des fondamentaux excellents qui se ressentent notamment dans ses marges et ses retours sur capitaux qui sont vraiment exemplaires. Ses franchises sont très populaires et son business model unique et intégré verticalement la rendent vraiment très difficile à concurrencer et surtout la rendent unique. Elle est aujourd'hui relativement correctement voire sous-évaluée comme on l'a vu. Et donc pour moi ça va être oui pour Games Workshop, c'est une entreprise qui va en tout cas rentrer dans ma watchlist puisque tous les chiffres sont au vert et je pense que les possibilités de croissance sont encore très importantes pour la société, notamment si le jeu Space Marines 2 qui vient à sortir est un succès et si la série avec Henry Cavill est un succès également, ça pourrait attirer tout un tas de nouveaux joueurs dans l'univers Warhammer. Et voilà, nous avons terminé. Merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette société. Est-ce que vous la connaissiez et est-ce que vous avez déjà joué au jeu Warhammer ? Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller suivre le CAF Rentable sur YouTube, de me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.